La peur, c'est ce qui est un moteur et c'est ce qui peut vous faire des choses incroyables. Alors, faut pas qu'elle vous empoisonne, cette peur. Se vendre, tout simplement, pour moi, c'est pas donner son âme au diable, parce que quand tu dis vendre en France, c'est que tu donnes ton âme. Non, c'est une relation de charme. L'employeur qui vient vers toi, qui fait un casting, qui fait une audition, il faut que tu lui tapes dans l'œil. Parce que le danseur américain n'a pas de tabou avec l'argent et le business. C'est très français de dire « Ouais, mais moi, le business, non, pas le business. » C'est diabolisation du business, tu vois. C'est valable pour le Japon, ce que tu dis, mais pas pour la France. Malheureusement, en France, on n'a pas la culture du travail et de la société. L'employé japonais, il va se battre pour sa société. Si sa société coulait, le pays coulait, l'économie coulait, sa famille coulait. Le rôle d'un peintre, c'est quand il fait une peinture, c'est d'interpeller les gens. Si tu veux que ça marche et que les gens adhèrent à ta danse ou à ton entreprise, il faut que ça reste calqué sur qui tu es. Le monde entier a dansé, danse et dansera. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti! Bruce Sonnet dit Ikanji, puisque tu es danseur professionnel, enfin été en tout cas. Bienvenue, merci d'être là aujourd'hui parce qu'on va pouvoir faire quelque chose que j'aime bien, à savoir mettre en lien donc une carrière de danseur exceptionnelle. Tu as remporté plein de titres, tu te présenteras pour les gens qui connaissent pas ce que tu as fait dans la danse, avec justement une carrière business derrière qui est venue en fait mettre en valeur tout ce travail. Donc moi, personnellement, j'y connais rien à la danse, hein, comme on se l'est déjà dit. Mais ce qui est impressionnant, on mettra peut-être des extraits sur la vidéo. C'est que on voit effectivement que ça touche, il y a quelque chose. Comme je disais, à des moments, j'avais l'impression que le mouvement, en fait, s'incarnait dans le danseur et que c'était pas le danseur qui incarnait le mouvement. Il y a quelque chose qui passe. Donc il y a un talent artistique et comme on le disait, la grande difficulté pour les très bons artistes, les très bons sportifs ou les très bons dans je ne sais quoi, c'est que le risque c'est de finir pauvre à la fin de sa vie parce que globalement ils n'arrivent pas à donner plus que ça aux autres. Donc, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ta carrière de danseur, tes titres, comment ça s'est construit? Vous avez un peu de temps? Ouais, oui, on est bien là. Donc, déjà, merci de me recevoir, Richard. C'est vraiment très cool. Je suis enchanté d'être ici. Alors, moi, j'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans au Cameroun, parce que je suis franco-camerounais. Et j'ai commencé la danse en regardant des cassettes VHS à l'époque. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des cassettes à bande. Donc, que mon père m'avait ramené d'Europe. Et quand j'ai commencé, tout de suite, je suis tombé amoureux de cette danse qui est le hip-hop. Donc, voilà, des années sont passées. J'ai continué. Ma mère voulait que je devienne, que je sois cuisinier. Ce que j'ai fait pendant 4 ans. Parce que, à l'époque, il n'y avait pas de danseur professionnel de danse hip-hop. C'est-à-dire que quand on était danseur hip-hop, on était voué à ne pas être professionnellement. C'est un truc que les jeunes faisaient dans la rue. Voilà, professionnellement parlant, ça envoyait pas. Ouais, et puis c'était un peu dénigré. Tu vois, c'est ça. C'était pris de de haut. Mode. Quoi. Voilà, c'est une mode, ça va passer. C'est pas vraiment de la danse, quoi. Exactement, voilà, exactement. Voilà. Et du coup, nous on y croyait et on a eu raison puisque 40 ans après, la danse hip-hop est installée dans tous les films, dans les publicités, dans les conservatoires, dans les écoles de danse, etc. Donc, j'ai dansé avec MC Solar, j'ai dansé avec Jean-Michel Jarre, enfin pour Jean-Michel Jarre, j'ai dansé dans la comédie musicale des 10 Commandements, j'ai dansé pour Mystique et S Club 7 à l'étranger, j'ai dansé pour énormément de groupes, locaux et internationaux, des chanteurs, donc j'ai fait du showbiz, du hip-hop aussi avec des groupes, mais aussi des compagnies, donc en théâtre. La compagnie Ikenji, la compagnie Boogie Side, la compagnie, voilà. Il y en a eu pas mal. On a fait l'exposition universelle de Barcelone. C'est de quel âge à quel âge que tu as commencé à vouloir être professionnel à partir de chez toi et à dire allez, je me lance en Alors tant c'est que intéressant. danseur, ouais. C'est intéressant parce que moi je suis parti de chez moi. Ma mère, j'étais cuisinier chez Beaufinger à Bastille et j'ai eu mon premier appartement et dès que j'ai eu mon appartement, j'ai lâché la cuisine.
Et c'était à quel âge? 21 ans. 21 ans. 21 ans. Donc, voilà, ça remonte. Ça fait 24 ans. Donc, j'ai 45 ans. Et du coup, dès que j'ai eu mon appartement, je me dis, allez, je me laisse un an, une année sabbatique pour voir ce que je peux faire dans la danse. Et 3 mois après, je suis repéré par la chorégraphe de d'MC Solar, un pote à moi qui me branche avec elle, Francis, qui n'est plus de ce monde, et qui me branche avec cette chorégraphe, et cette chorégraphe apprécie mon travail et me met sur la tournée d'MC Solar, donc à 21 ans. Et là, t'arrêtes la patate. Et là, j'arrête. Au bout de c'est 3 une mois, danse, voilà. c'était danse. Enfin, alors, c'était déjà danse avant. Moi, je dansais en cuisine. Les chefs me lançaient des pommes de terre. Arrête de danser! En plus, à l'époque, c'était super, tu vois, la cuisine à l'époque, c'était vraiment super strict. Et, et du coup, j'ai des souvenirs énormes. Et d'ailleurs, je suis souvent en relation avec des potes de cuisine, des potes cuisiniers qui ont leur restaurant maintenant. Et ils disaient, voilà, t'étais toujours en train de danser, quoi. Enfin, voilà, moi, je me rendais pas compte parce que, mais j'ai toujours dansé toute ma vie. Si tu veux, le fait de devenir danseur professionnel, pour moi, c'est juste un statut, mais j'étais déjà professionnel à 8 ans pour moi. Pour moi, c'était la danse. C'était la danse et je voulais faire ça de ma vie. Voilà. Et donc à 21 ans, tu te prends une année sabbatique, donc jusque-là c'était un peu la vie d'artiste, tu pelais des patates la journée et puis tu dansais, tu faisais ce que tu pouvais le soir. Exactement. Et puis à 21 ans, tu te dis allez, je prends une année sabbatique et puis au bout de 3 mois ça marche, t'es trouvé. Et là, pendant combien de temps tu fais une carrière de danseur où c'est ton métier, ton occupation principale, c'est la danse? Jusqu'à mes 42 ans, j'étais danseur professionnel. Ça veut dire qu'il y a 3-4 ans, j'ai arrêté de vraiment danser, d'aller dans le monde entier pour donner des stages, pour juger des battles, etc., etc. Mais ouais, si tu veux, de 21 ans à 42 ans. Et après, j'ai décidé d'arrêter. C'est moi qui ai décidé de raccrocher parce qu'on m'appelait toujours, on voulait toujours que je fasse des projets. Mais moi, je me disais, bon, 42 ans, c'est plus pareil, tu vois. Bon, déjà, t'es plus balèze, t'es moins léger, t'as moins la fougue, tu vois. Et puis surtout, t'as des jeunes qui arrivent et tu dis, ces jeunes, ils arrivent et ils méritent leur place. Donc, j'ai pas envie de tenir un trône qui m'appartiendrait plus, quoi. Ah, c'est marrant parce que t'as entamé cette transition où globalement, il y a un temps où on fait et puis après, il y a un temps où on transmet. Et puis après, on forme les disciples, les héritiers, enfin voilà, mais en fait, voilà, il y a une évolution humaine. Et toi, t'es pas resté piégé là-dedans en étant un vieux danseur de 75 ans qui finit. Non, alors moi, comme je t'ai dit, hein, je veux vraiment pas finir aigri. Je ne voulais vraiment pas finir aigri parce que j'ai eu des exemples, comme tu disais tout à l'heure, d'artistes qui étaient brillantissimes, qui étaient des exemples pour nous. Et quand on les voit maintenant, on se dit, ah, dommage, tu vois. Et du coup, j'ai toujours un peu vécu dans le futur. Et toujours essayer d'anticiper les choses. Tu vois, acheter ma maison tôt, faire des enfants très tôt, me marier tôt, faire mon école de danse quand j'avais 32 ans. Enfin, tu vois, des trucs qui me permettaient de me dire, bon voilà, la danse, si ça s'arrête demain, j'ai quand même une soupape. J'ai quand même une soupape, donc l'école de danse, agence de booking d'artistes, etc., etc. Donc j'ai toujours été, si tu veux, dans la peur. J'ai toujours eu peur. Même si je le montrais pas, même si pour moi, les gens pensent que je suis sûr de moi et tout. J'ai jamais été sûr de moi, et j'ai toujours eu peur, 2. Donc, je dis aux gens, non, mais la peur, elle est positive. En fait, quand je dis peur, c'est pas que les gens, voilà. La peur, c'est ce qui est un moteur et c'est ce qui peut vous faire des choses incroyables. Alors, faut pas qu'elle vous empoisonne, cette peur. Faut pas qu'elle soit paralysante. C'est ça. Mais en tout cas, il faut qu'elle se soit le pic qui vient te dire ah putain faut que tu te bouges parce que sinon ça va mal tourner. C'est ça, tu vois. Et je me rappelle, j'ai créé le Juste Debout. Le Juste Debout, j'ai créé il y a 20 ans. Donc, alors Juste Debout explique en alors oui, c'est vrai. Le Juste Debout, vous connaissez pas? Le Juste Debout, c'est un événement international qui a lieu à l'Accor Hotel Arena chaque année, donc avec 16 000 personnes. C'est un événement très familial avec des danseurs venus du monde entier. Et cet événement, pendant 3 mois, on part en tournée dans le monde entier, recruter les meilleurs danseurs du monde et on les fait venir en France. Donc il y a 180 danseurs hip-hop qui viennent en France à l'Accor Hotel Arena pour le Juste Debout. Et c'est ce qu'on appelle maintenant un battle. Mais moi, j'ai toujours appelé ça une rencontre internationale de danse hip-hop. Parce que j'ai toujours été pour la rencontre, voilà. Donc, du coup, donc je disais, j'ai créé le Juste Debout à 25 ans. Ah oui, donc très tôt par rapport à ta carrière de danseur. Très tôt. Mais pourquoi? Parce que je suis au Canada en tournée avec les 10 commandements à 23 ans et je me blesse. Je me blesse au genou et je fais waouh. Là, si ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? La prise de conscience. La prise de conscience. Je ne suis qu'un homme. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Parce que hyper, tu vois, un ego d'artiste, hein, voilà.
hyper axé sur soi et tout, et tu dis, ouais, mais quand même, là, t'as une famille, t'as déjà un enfant, voilà, j'avais déjà un enfant à 21 ans, donc du coup, qu'est-ce qui se passe, là, demain, si mon genou claque? Et c'était un petit ligament, bon, c'était rien, mais ça m'a permis de prendre conscience de action-réaction. Et du coup, j'ai créé, j'étais donc dans les 10 commandements, et j'ai commencé à poser des questions aux producteurs, Dov Vatia, Albert Cohen, Eli Chouraki, donc le trio infernal, avec l'artiste Eli Chouraki, Albert Cohen qui disait non, Dov Vatia qui dit oui mais qui pense non, et du coup j'aurais demandé ça coûte combien ça, je l'ai saoulé pour demander combien ça coûte, et du coup ça m'a donné le goût au business, et j'ai dit ouais je vais créer mon événement, et juste debout Naki. En fait, c'est marrant parce que là, du coup, si on reprend, il y a un déclencheur, c'est la peur. Parce que tu te dis, oh là, si jamais je me fais rattraper par la patrouille, par une blessure, je suis cuit. Parce que toute ma valeur est dans la danse. Et puis après, il y a la curiosité. Et en fait, cette curiosité, c'est marrant parce que est-ce que tu es d'accord si je te dis que le salarié, c'est à peu près pas naturel du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on te met dans une position, on te dit, tiens, tu fais ça, tu as un salaire. Et on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Tu vois, tu remplis les cases Excel, là, puis tac. Alors qu'en réalité, un entrepreneur, c'est plutôt comment je fais pour assurer ma vie, comment je fais pour prendre des décisions, être responsable et être libre, en fait. De toute façon, ce qui m'a plu et ce qui est devenu ma nouvelle passion, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ma nouvelle forme artistique. Pour moi, je fais danser les chiffres, et surtout, je suis un créatif. Je m'entoure de gens de garde-fous, parce que sinon moi, je fais des folies. Je m'entoure de garde-fous, des gens comme Rose qui sont là pour m'épauler, des gens comme Nicolas à l'école qui sont là pour m'épauler, ma famille qui me donne des conseils aussi. Mais je veux dire, sinon, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, je dirais pas que les salariés, c'est pas naturel, c'est surtout les employeurs qui ramènent un cadre pas naturel. C'est en fait, une grosse différence. Est-ce que l'employeur, il a pas tendance à te faire croire qu'il élimine le risque pour toi, alors qu'en réalité, le risque, ça fait partie de la vie, quoi. Tout à fait, mais après, l'employeur, s'il commence à te dire s'il commence à tout te révéler, il y a beaucoup d'employeurs qui ont peur aussi, et qui s'ils révèlent tout, ils pensent que leur société va partir en live, alors que pas du tout. Moi, je suis très proche des personnes, je les appelle même pas les employés, mais personnes qui bossent avec moi, et je leur dis, voilà, si vous voulez dormir, faire une sieste un moment, vas-y, tu fais une sieste, tu rentres un peu plus tard, tu sors un peu plus tard. Bon, bien sûr, si le travail n'est pas fait, ça gueule un peu, voilà. Mais il y a une vision hyper humaine de la chose, surtout qu'on est dans l'artistique. Donc, tu peux pas te permettre d'avoir, même si je suis très rigide dans ce que je demande, parce que je reste cuisinier et danseur. C'est-à-dire que j'ai deux métiers où la rigueur est de mise. Si t'es pas dans la rigueur quand t'es danseur et quand t'es cuisinier, et si t'es pas organisé, c'est fini. Est-ce que tu es d'accord si je te dis, quand tu es incompétent, tu manages par la discipline et puis les grilles horaires, et il est là, il est pas là, il a pas fait, hein, et quand tu es compétent, tu manages par les objectifs et par l'exemple. Et du coup, que le gars, il dorme une demi-heure à 2 heures, qu'est-ce que t'en as à cirer, de toute façon, voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, c'est valable pour le Japon, ce que tu dis, mais pas pour la France. Malheureusement, en France, on n'a pas la culture du travail et de la société. Alors, c'est pas pour me plaindre, hein, mais l'employé japonais, il va se battre pour sa société. En tout cas, à l'époque, il se battait pour sa société parce qu'il savait que si sa société coulait, le pays coulait, l'économie coulait, sa famille coulait. Il y avait une conscientisation, il y avait une conscience. Alors, en France, c'est dès que tu rentres dans une société, tu veux niquer le patron en général. Enfin, grosso modo. Tu dis, bon, je vais bosser, mais il faut pas non plus que j'en donne, et dès que je peux niquer, je vais niquer. À 90% des gens. Donc, on cherche toujours la fac. Et moi, le premier, hein, j'étais employé, des fois, je vais, bon, voilà. Donc, on a une culture très particulière. Donc, des fois, tu es obligé de mettre de la rigueur et de la discipline en France, quoi. En France, pour moi, tu peux pas être hyper cool. Moi, à chaque fois, j'étais trop cool, je me suis fait avoir, quoi. Ah ouais? Ça a pas fonctionné? Non, ça a pas fonctionné. Il a toujours fallu. C'est-à-dire que tu laisses de l'autonomie, quoi. Alors, moi, je laisse de l'autonomie. Je mets tous les curseurs en haut, sauf qu'à un moment, je fais, ah, toi, je baisse. C'est-à-dire que je fais confiance à la base, et moi, c'est des crédits, en fait. Tu as 100% de crédit, et puis, si tu trahis ma confiance, ah bah, je baisse ce crédit jusqu'à ce que tu as 0. Si tu as 0, bon bah, t'es plus avec moi, quoi. Voilà. Donc, je suis quand même des fois obligé de montrer les dents. Pas comme ça, mais vraiment, tu vois. Donc c'est la peur en fait qui arrive à te motiver pour te dépasser et pour créer, et du coup t'es heureux au final parce que ça te pousse à te sortir les idées du cerveau, quoi. Et est-ce qu'on peut y rajouter la faim? Est-ce qu'on peut réussir si on n'a pas faim? Ah bah attends, de toute façon,
moi, je viens d'un quartier qui n'était pas défavorisé, mais qui était quand même voilà, en banlieue, etc. C'est lequel? Noisy-Champs, Champs-sur-Marne. Donc, ma mère seule avec 3 enfants, père décédé au Cameroun, on arrive à 10 ans en France, j'arrive à 10 ans en France. Donc, je ne peux pas demander d'argent à ma mère parce que j'ai pas envie qu'elle me dépense d'argent pour m'habiller ou quoi. Donc, dès tout jeune, dans le business. Donc, plus ou moins, voilà. Mais dans le business et dans l'entrepreneuriat. Je vais à Montreuil chercher des jeans que je ramène au quartier et que je vends aux mecs qui sortent pas du quartier. Enfin, j'avais déjà une notion. Donc, du coup, la faim, c'est sûr. En tout cas, peur d'avoir faim. Parce que j'ai jamais eu vraiment faim. Donc, ça, Dieu merci, mais j'ai jamais eu vraiment faim. Et surtout, la peur, je m'en suis rendu compte vers 42, 43 ans que j'avais peur. Parce qu'avant, quand tu fais, t'es là. Mais après, quand tu fais une rétrospective, que tu analyses ton comportement, tu dis, mais attends, Bruce, t'as 4 sociétés, tu fais tout ça, tu fais 15 heures par jour. Pourquoi tu fais tout ça? Tu veux te prouver quoi, en fait? Tu te remets en question et tu dis, en fait, ouais, j'ai eu peur de décevoir ma mère, ma femme, mes enfants, mon père qui était plus là. Tu vois, il y a eu toute cette... c'est remonté, j'ai fait, ouais, mais en fait, c'est ça. C'est que j'ai toujours voulu prouver aux autres que j'étais capable et de prouver que j'étais pas faible. Donc, la faim, ça c'est sûr, de pas avoir faim, et la peur motivante, quoi. Mais j'ai découvert que j'avais peur il y a pas longtemps, en fait, que j'ai toujours eu peur. Tu vois, c'est quand tu fais à la fin de ma carrière de danseur, je fais, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu bosses lundi, mardi, 15 heures par jour, jeudi, vendredi, 15 heures par jour, le week-end t'es en voyage? Pourquoi tu fais tout ça? Un mec normal, un mec qui est constitué normalement, il veut être avec sa famille, le week-end, poser, tout ça. Donc là, je commence à faire ça maintenant. Tu vois, mais ça m'a pris du temps. Ah, c'est une pathologie pour moi. Ouais, une belle pathologie. Puis t'aimes ça. Non, j'adore ça. Voilà. J'adore. Tu vois, quand je dis 15 heures par jour, c'est en m'en rendant compte. Mais à la base, je compte pas mes heures. J'adore travailler. Tu vois, ce matin, j'étais debout à 3 heures. Voilà, je regarde mes emails. Après, je me rendors un peu. Enfin, j'ai un rythme. J'écoute mon corps, tu vois. Et je me relève. Donc voilà, j'adore. Et du coup, comment t'expliques qu'il y a beaucoup d'artistes en fait qui sont à fond concentrés sur leur discipline et qui se demandent pas en fait comment ils vont pouvoir transformer tout ça et le valoriser. Tu vois, voilà. J'ai plusieurs. Alors encore une Qui fois, s'enferment un peu dans leur art, quoi. Et puis. Ouais. Tu sais, on est un peu des autistes et comment on appelle ça, des fous. On est un peu fous de la danse. On est des passionnés. Mais des vrais. C'est-à-dire un peu à l'extrême, tu vois. Tu vas danser, tu vas souffrir, mais tu vas continuer malgré la souffrance musculaire, osseuse, ligamentaire. Enfin, tu vois. C'est un truc de fou, la danse. Faut être un peu maso pour danser, hein. Tu vois, le mec, il dit, vas-y, plus vite, plus fort. Et t'es là, ouais, on y va. Enfin, tu vois, il y a un côté, un peu, tu vois, à part, qui est la danse et qui est très particulière, en fait. Mais, il y a plusieurs aspects. Alors, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais de mon expérience, je pense que le danseur d'un spectre français, encore une fois, parce que le danseur américain n'a pas de tabou avec l'argent et le business. C'est très français de dire, ouais, mais moi, le business, non, pas le business. C'est diabolisation du business, tu vois. Alors de l'argent ou du business? De l'argent et du business. Les deux. Le terme business fait peur. Le terme argent, non, moi, je suis un vrai danseur, je suis un artiste. Alors que tu es un artiste, mais tu demandes des subventions à des gens qui vont te donner de l'argent. Tu es un artiste, mais tu vas demander de l'argent quand tu vas donner ton cours. Donc, si tu fais ça que de manière artistique, donne-le aux gens. Diffuse-le dans les quartiers ou même donne-le à titre gratuit à des gens. Et dans ces cas-là, ne fais pas du tout de business, ne rentre pas du tout dans des, tu vois. Donc, c'est très français. Aux États-Unis, un danseur se vend. Il a compris ce qu'étaient les réseaux sociaux. Il a compris ce qu'était qu'un job, qu'il fallait être à l'heure, qu'il fallait être ponctuel, qu'il fallait vraiment se vendre, voilà, même dans le marketing, etc. Alors qu'en France, c'est très prude. Qu'est-ce que ça signifie se vendre d'ailleurs? Se vendre, tout simplement, pour moi, c'est pas donner son âme au diable, parce que quand tu dis vendre en France, c'est que tu donnes ton âme. Non, c'est une relation de charme. L'employeur qui vient vers toi, qui fait un casting, qui fait une audition, il faut que tu lui tapes dans l'œil. Alors, je parle pas seulement de physique, je parle de ponctualité, de comment tu vas t'exprimer, de ta loyauté, de ton mindset, de ton sens de l'effort. C'est tout ça. C'est tout ça, se vendre. C'est pas uniquement, ouais, moi, je sais danser. C'est communiquer, quoi. C'est communiquer. Voilà. Et le danseur, dans sa passion et dans son, dans sa bulle, oublie de communiquer. Oublie de communiquer correctement et se dit que si je communique, en fait, quand on est danseur, je vais te dire, parce que voilà, je le suis, c'est aux gens de comprendre mon travail. Donc, en fait, si je te dis, le passionné, il est tourné vers lui,
et le businessman, il est tourné vers les autres. Ah, ça pique, hein. Ça pique. Alors, mais tu vois là où j'en venir. C'est pas faux. Le passionné est tourné vers lui. Alors, l'ego du passionné est tourné vers lui, ça c'est sûr, c'est égocentrique. Le businessman est tourné vers les autres pour lui. Bah ça dépend. S'il apporte rien aux autres, les autres ne viennent pas. Mais je suis jamais passé devant mon coiffeur en lui disant 10 balles et puis en lui disant salut, hein, s'il me coupe pas les cheveux. C'est vrai, c'est vrai. S'il a rien à me vendre. Et ça c'est très intéressant parce que c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux danseurs aussi. Je dis, en fait, quand tu payes le juste debout, parce qu'il y en a, alors juste debout comme chacun sait, une place à Paris-Bercy, c'est 45, 60 euros. Moi, je la mettais à 15, 30 euros pour rester social et culturel. Mais quand tu dis 30 euros... Pas que, on va y revenir. Il n'y a pas que social et culturel. Oui, et puis il y a le business aussi, bien sûr. Mais quand tu dis 30 euros à un danseur, il dit ouais, c'est cher. Et ce qu'il comprend pas, c'est qu'il se donne de l'argent à lui-même. Parce que il va faire rayonner la France, il va faire rayonner les danseurs français, il va faire rayonner la danse dans les yeux des plus jeunes, qui vont venir prendre ses cours après, qui vont venir à d'autres événements. Enfin, tu vois. Donc un bon businessman est tourné vers les autres. Je suis d'accord, au final. Mais c'est marrant cette relation avec l'argent, enfin, parce que je me suis demandé, mais j'ai 2 enfants de 4 et 5 ans, parce qu'on a dit qu'on discutait, c'était pour une interview. Et en fait, ma femme me dit, comment tu leur expliques l'argent là, à 4 ans là? Et je lui dis, bah, tu sais, quand toi tu fais quelque chose, quand tu veux que ta sœur fasse quelque chose pour toi ou que tu veux interagir, bah tu lui demandes, tu lui poses la question. Et puis un coup c'est toi, un coup c'est elle, un coup c'est elle, un coup c'est toi. Bon. Et ben, quand t'es grand, et que tu fais ça avec des gens que tu connais pas, et que tu reverras peut-être pas forcément, ou pour que ce soit, et ben, quand tu leur demandes quelque chose, tu leur donnes un billet, et eux, quand ils te demanderont quelque chose, ils te rendront le billet. Et en fait, l'argent, c'est un moyen d'être utile aux autres. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, la monnaie d'échange qu'on a dans la famille, c'est l'amour. Et avec les monsieur et madame tout le monde, il y a peut-être un peu d'amour aussi, ou d'amitié, mais il faut passer par la case... on distribue. Mais non, c'est un moyen d'équilibrer les relations. C'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on va en venir maintenant à ton projet business et à ton évolution, parce que clairement, ce que tu me disais, c'est qu'en tant que danseur, tu étais centré sur toi et sur ton art et sur la façon. Et en fait, est-ce que le cri, c'est ça, j'ai envie que le monde me comprenne, donc je me dépasse. Voilà. Bah, en fait, moi, je pense que ça. Et puis, un danseur, faut pas oublier, et c'est pour ça que je reste danseur dans mon approche du business, c'est qu'un danseur veut être aimé des autres. C'est-à-dire un artiste... si tu fais ça pour toi, tu restes dans ta chambre, tu fais ça pour toi, tu vois. Donc, à partir du moment où tu te mets en scène, où tu te dis tu es danseur, tu fais ça aussi pour les autres. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que c'était moite-moite, parce que le danseur, intrinsèquement, ou l'artiste, il fait les choses pour être aimé. Alors, pas au sens plastique ou vraiment égocentrique, mais qu'on aime son art. Ou alors, même s'il n'est pas aimé, que leur art, enfin que notre art ne reste pas indifférent. Parce que pour moi, ce que je dis souvent à mes élèves, le rôle d'un peintre, c'est quand il fait une peinture, c'est d'interpeller les gens. C'est si tu fais une toile et que tout le monde passe devant et ne la regarde pas, t'as perdu. Et un danseur, c'est pareil. Si tu danses et que personne te regarde, t'as perdu. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de distribuer de l'amour artistique aux gens. Et est-ce que ça, c'est pas le premier fil conducteur qui t'a amené justement à faire juste debout? C'est-à-dire en disant, bah, si je danse, ça va intéresser les gens, mais pour que ça les intéresse, il faut qu'ils passent devant moi plus souvent, ou qu'ils passent autour de nous plus souvent. Et tiens, c'est marrant, si je les mettais dans un stade, et ben, ils seraient 16 000 à regarder. Sauf que quand j'ai commencé juste debout, je suis d'accord avec ça, mais quand j'ai commencé juste debout, je ne savais pas que j'allais en arriver. On partait de rien. Le premier juste debout, l'histoire, la genèse du juste debout, c'est 2001, j'amène 5 de mes élèves de Victor Jara, donc une MJC à Champs-sur-Marne, j'amène 5 de mes élèves à New York pour prendre des cours avec des New-Yorkais, des danseurs hors pair. Et je dis, oh, c'était génial, mais maintenant, ça, je veux le faire pour le plus grand nombre. Donc je ramène ces profs en France, et en même temps, je dis, ces profs-là, ils vont faire une démonstration, on va créer un événement qui va s'appeler Juste Debout. Ça commence dans un gymnase, 400 personnes, 1200, après on va à Coubertin, 2500, 5000, 7000, bref. Et du coup, je savais pas moi que j'allais en arriver là. Mais par contre, dès que j'ai senti que ça prenait, je me suis dit bon, là il y a un truc à jouer, il faut que je commence à jalonner les choses pour que justement on ait plus de visibilité et que le business rentre quoi. Voilà. Donc c'est un moyen à la base, c'était donc c'était quoi l'objectif de base? L'objectif de base, ça a toujours été faire évoluer la danse et le danseur en banlieue, à Paris, en France, si c'est cool. Dans mes rêves, cool, Europe, et dans mes rêves les plus fous, dans le monde entier. Et on a réussi on a été au bout de nos rêves là pour le moment, donc c'est cool. Et maintenant, du coup, Juste Debout, c'est un attracteur qui te permet d'avoir une audience, en fait. Exactement, c'est la vitrine.
c'est ma vitrine. Le juste debout n'est pas, encore une fois, c'est la vitrine qui fait que les gens, enfin, c'est une marque, c'est une vraie marque. Une marque d'ailleurs assez magique, parce que même les Américains l'appellent, tu vois, c'est dur de faire comprendre un Américain une marque en français et tout, et ils adorent Just About, tu vois, et c'est marrant, c'est marrant. Just About. Ouais, tu vois, Just About. Et il y en a qui disent Just Booty, mais bon, ça c'est. Mais en tout cas, voilà, c'est marrant de voir qu'on a réussi à rentrer ce logo et cet état d'esprit dans la tête des Américains et des Asiatiques. Voilà. Donc clairement, en termes business, aujourd'hui, c'est pas un centre de profit, c'est un appel c'est une captation d'audience. C'est une captation d'audience. De rayonnement, d'audience, de renommée. Et moi, j'appelle ça un générateur de bonheur. Quand tu génères du bonheur, bah, il y a du business derrière. Il faut attraper le business. Mais comme je te l'avais déjà dit, lors de nos entretiens, auparavant, le juste debout en lui-même perd de l'argent. C'est-à-dire que la vitrine qui brille, et, tout le monde pense que waouh, le business, il compte les places, il compte le nombre de billets, ils se disent, ah voilà, il y a 600 000 €. Bah, perd de l'argent parce que c'est un événement hyper coûteux. Alors justement, comment ça marche? Un stade, comment ça coûte? C'est Bercy le dernier? Alors Bercy, à nu, c'est pas cher en soi. C'est 40 000 €. Voilà. Sauf que c'est nu. La sécurité, c'est 25 000 €. Le catering, c'est 10 000 €. Quand tu vas mettre une ampoule là-haut, le système son, etc., t'en as pour 200 000 €. Les billets d'avion pour faire venir un danseur, les hôtels, tout ça. C'est un budget sur l'action à 400 000 €, en gros. Donc un juste debout aujourd'hui, ça coûte 400 000 € à Bercy, en gros. L'action. Mais tu as des gens qui bossent en amont dessus. Et donc, l'action. Tout ce qui est marketing et tout. Donc un juste debout compte entre 800 et 900 000 €. D'accord. Voilà. Et du coup, il y a 16 000 personnes, tu disais, à 15 € la place. 15 à 25 €, tu fais une moyenne. Voilà. 20, 300. Ouais, voilà. Donc ça fait 300 000. 300 000 €, on fait rentrer 250, 300 000 € par session. Et derrière, il y a des sponsors. Sponsors, popcorn, t-shirt, tout ça, ça amène à... Alors, exactement. En fait, après, il y a tout ce que j'appelle... Alors, d'abord, tout ce qui est sponsor, un petit peu d'aide de la ville, mais qui aide à 1%. Voilà, c'est la ville de Paris, ils sont sympas, quand même, faut les mentionner. Mais après, tu as des sponsors, on a des grandes marques qui aiment l'événement, qui savent que... Parce que tu as 16 000 personnes dans la salle, mais on fait un broadcast, donc on fait une captation. Et derrière, tu as des millions de gens qui regardent les vidéos. Donc, un live du Juste Debout, c'est entre 400 000 et 2 millions de personnes qui regardent en live. Plus la VOD, tu as des 16 millions de personnes dans l'année, 18 millions, enfin voilà, ça dépend des années. Du coup, les sponsors sont pas bêtes, ils voient qu'il y a un gros impact, et donc ils nous aident. Donc c'est cool. Et ça suffit à équilibrer avec ça? Tu passes de 300 à 900? Non. Alors, on perdait chaque année entre 100 et 150, des fois 70, voilà. Ce qui aide, et c'est ce que j'ai compris très vite, c'est les sociétés satellites que j'ai mis en place, en fait. C'est-à-dire l'école de danse, qui a été un gouffre financier au début aussi, mais qui aujourd'hui marche bien, donc c'est cool, après 13 ans. Qu'est-ce qui coûte cher dans une école de danse? Les locaux, ouais. les locaux, tu vois, quand t'es à Paris, oui. T'as un loyer à 12-15 000 €, enfin ça dépend. 12 000 € de loyer? Moi j'ai 12 000 € de loyer, après j'ai 45 professeurs, t'as de la masse salariale, voilà. Une école de danse pour partir, et puis surtout nous on a été dans un lieu, je suis allé dans un lieu où il y avait rien à la base, on a tout construit, 200 000 € de travaux, la mairie de Paris devait nous aider, elle nous a pas aidé, les banques devaient nous aider, elles nous ont pas aidé. À l'époque, donc c'était il y a 20 ans? Voilà, il y a 15 ans. 13 ans, pardon. L'école, il y a 13 ans. Et l'événement à 20 ans. Donc, ça a été très dur au début. Mais bon, là, maintenant, c'est une école qui génère de l'argent, donc ça va. Et sinon, tu as l'agence de booking d'artistes, donc Baby Dance Agency. Alors, ça veut dire quoi, booking d'artistes? Alors, là, c'est plutôt assez simple sur le process, même si c'est très dur de diriger des artistes, encore une fois. Des marques nous appellent, Ferragamo, l'Opéra de Paris, Red Bull, et ils nous disent il nous faut tant de danseurs. Tous les danseurs que vous voyez dans beaucoup de pubs ou chez Red Bull en ce moment, ça vient de notre consulting à nous. Et du coup, une grande partie, on va dire 80%. Et du coup, c'est des grandes marques qui nous appellent et qui nous disent voilà, moi j'ai besoin d'une danseuse classique, contemporaine. C'est pas que sur le hip-hop, c'est sur tous les types de danse, parce que moi j'aime la danse, voilà, en général. Et donc, on a un fichier danseurs de 800, 1000 danseurs à travers le monde qu'on fait travailler régulièrement. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est assez simple, même s'il faut quand même gérer des artistes, et c'est là où ça se complique souvent. Donc, école de danse, agence de booking d'artistes,
Et j'ai 2 autres boîtes, D3M Productions qui fait du consulting. Donc on a fait du consulting encore une fois pour Red Bull, pour les marques. Alors du consulting en termes de quoi? Voilà, Bruce, nous on voudrait mettre ce danseur en place. Et je lui dis, ah, attention, ce danseur, il correspond pas à votre image parce que, comme tu l'as dit, c'est pas ton métier, toi. Mais si tu veux faire une pub à un moment avec de l'image, avec de la danse, bah, tu auras besoin de faire appel à quelqu'un qui connaît ce métier-là. Ah, si on prend Joey Star pour des crèches, ça marche pas, quoi. Voilà. Ça, voilà. C'est bien plutôt résumé. MC Solar, quoi. Voilà, Ouais, voilà, c'est ça. Et encore. Mais faut bien. Ou pour un gala de la police, c'est moyen, quoi. C'est moyen, c'est moyen. Donc du coup, quoi que Joey Star, il a la cote aussi. Hein, même chez les policiers. Ouais, bah maintenant c'est un fait monument, le- mais. ouais, ouais. Et du coup, voilà, donc du consulting et on fait de la production aussi de contenu comme toi. On a fait une télé-réalité, la première télé-réalité qui s'appelle 77 représente et qui, on va chercher les enfants dans le quartier, on les ramène à l'école et on leur donne une bourse d'études. Voilà, tu vois, c'est des trucs un peu pratico-pratiques qu'on met en image. Et DL Prod qui est, elle, la société qui gère Juste Debout Virtua et Juste Debout Events. Donc on co-produit des événements quand on nous demande. Par exemple, toi tu veux faire ton événement de danse, tu ramènes des qualités, on ramène d'autres qualités, on crée un événement. Et Juste Debout Virtua, c'est tout ce qui est application. Voilà. Donc en fait, pour se résumer, tu pars d'un talent et d'une passion, la danse. Et puis ensuite, tu te dis, bon, c'est bien, mais c'est précaire, parce que il y a des risques, comme dans toute, voilà. Ce qui est normal, hein. D'ailleurs, pour information, on n'élimine jamais le risque, on le reporte. C'est une grande leçon de la vie. Ça me rassure pas, mais c'est cool. Mais ce que je veux dire, c'est tu le reportes ou tu le déportes? Enfin, tu l'isoles ou tu le... Ben en fait, il y a une image assez, enfin, je trouve ça assez parlant pour voir comment se cumule le risque. Tu vois, la frontière entre la Californie et le Mexique aux États-Unis. D'un côté, il y a de la forêt partout là-bas. Et ben, d'un côté, les Mexicains, ils laissent, à chaque fois qu'il y a des petits feux, ils laissent les départs de feu parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc, il y a toujours des incendies par-ci, par-là. Et de l'autre côté, les Américains, à chaque fois qu'il y a une allumette qui craque, et ben, hop, ils envoient le Canadair et ils éteignent tout de suite. Et ben, on se rend compte qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'incendies gigantesques qu'au Mexique. Parce qu'en réalité, le risque du côté mexicain, il a lieu tout le temps. Il y a des mini-crises, des petits incendies par-ci par-là. Et du coup, il n'y a pas de gros incendies. Parce qu'en réalité, la forêt, elle se purge au fur et à mesure. Du côté américain, comme on éteint à chaque fois les petits départs, et ben, les petites crises sont reportées et se transforment en méga grosses crises systémiques qui font cramer des milliers d'hectares. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, même dans la finance, prennent pas assez en compte. C'est que le risque, ou en économie, on ne peut pas le faire disparaître, on ne peut que le différer. Et c'est un vrai problème. Et du coup, à chaque fois qu'on essaye de ne pas voir les risques ou de occulter, ouais, et de pas, au contraire, les affronter et de les traiter, bah, on se prépare des lendemains douloureux. Voilà. Comme en économie, à chaque fois qu'il y a une récession, on dit non, on va payer, on va payer. Et puis ça s'accumule. Et à la fin, ça explose. Bah, moi, je suis absolument d'accord avec ça. Et d'ailleurs, j'aime le risque. Alors, même si j'ai peur, c'est très contradictoire. J'ai peur, mais j'adore le risque. Va savoir. Bah, c'est ce qui permet de réussir. Sans risque, on réussit pas. Exactement. Donc, tu as ta notoriété de danseur. Et à un moment, tu te dis, bon, il faudrait peut-être que je trouve d'autres solutions. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu commences par une école de danse. Et cette école de danse, c'est tes capacités personnelles qui te permettent de les faire. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ouvre une école de danse, j'embauche un mec, là, et hop, et puis j'ouvre une école de danse, ça va peut-être pas bien marcher. Parce que j'ai pas la crédibilité. Donc, c'est sur la base de ta crédibilité, show don't tell, comme des Américains, que tu commences à fédérer autour de toi. Et en fait, tu deviens utile aux autres. Tu te dis, qu'est-ce que je peux donner aux autres pour qu'ils m'aident à me tenir, à me soutenir, quoi. Bah ouais, je suis d'accord avec ça. Après, moi, j'ai vu des écoles de danse se monter avec des gens qui sortaient du marketing aussi. C'est possible aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était pas possible. Il y a 13 ans, quand j'ai commencé mon école de danse, c'était la crédibilité qui prévalait surtout. Maintenant, quelqu'un qui sort du marketing, qui a un bon marketing, avec les visuels, les TikTok, tout ça, il peut remplir son école de danse. Oui, mais il lui faut des affiches, non? Il faut des mecs qui... Ouais, il peut embaucher. C'est ça que je trouve fou maintenant, c'est, tu vois, un mec qui a un super marketing manager ou un community manager, il peut faire des choses qu'il ne sait pas faire. Donc, et ça marche en vrai, ça? C'est les gens ça sont marche contents à court terme, ça... à court terme, ouais. À court terme, ouais, je pense que ça marche. Après, nous, ça fait déjà 13 ans. Je pense qu'on est encore là pour, j'espère, longtemps. Comme tu dis, le risque n'existe pas.
Enfin, on peut pas déporter les risques, donc il est là. Il faut pas déporter les risques, donc il est là. Et donc, du coup, oui, c'est vrai que ma crédibilité a beaucoup joué dans l'ascension du Juste Debout d'il y a 20 ans, quand j'ai commencé, et de l'école d'il y a 13 ans que j'ai commencé. Est-ce que c'est pas ça quand même l'ingrédient, la crédibilité pour faire des projets sur le long terme qui marchent, quoi? Bah, sur le long terme, je suis d'accord avec toi. C'est que quelqu'un de pas crédible, à un moment, ça va plafonner, quoi. Tu vois, moi, j'ai plusieurs fois été attaqué, verbalement, gentiment aussi, mais sur des choses, et si j'ai pas eu l'expertise, je perdais du crédit. Surtout dans le milieu hip-hop, qui est assez virulent. Le milieu hip-hop, c'est pas, voilà, c'est quand même, c'est cash, quoi. Donc, si j'avais pas le crédit, si je ne savais pas bien danser, ou si je m'étais pas défendu d'une manière artistique ou autre, dans le discours, ça aurait été compliqué. Il y a aussi un autre principe dont je voulais te parler, c'est que la confiance est plus rare que l'expertise. C'est-à-dire que des experts, si on prend dans le kilomètre carré, là, on va en trouver plein, des avocats, des comptables, des machins. Mais en combien de personnes t'as confiance dans ce kilomètre carré? Il y en a vachement moins. Et je pense que, je sais pas si t'es d'accord, mais quand c'est Ikanji qui danse, que je suis, que j'aime, que je vois, parce que j'adore la danse, et qui ouvre son école, ça n'a pas du tout le même impact que quand c'est, je sais pas moi, Just Sporting ou j'en sais rien. Trouver une marque, Dancing Floor on the Ground, hop, tu vois, tu dis bon. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais alors, encore une fois, par les temps qui courent, ça se perd. C'est-à-dire qu'on va regarder d'abord l'image, l'être et le paraître, comme pour Shakespeare. Pareil, on va d'abord regarder le paraître avant l'être, au jour d'aujourd'hui. Il y a 13, 14 ans, 15 ans, 20 ans, on regardait l'être qui pouvait paraître. Aujourd'hui, c'est on paraît et après, bon, on verra. Mais justement, c'est pas un super créneau ça pour les jeunes? En disant putain, s'il y a plus cette consistance dans les mentors, les leaders ou les gens qu'on admire, bah là, ça veut dire que, enfin, danser, devenez bon et transformez l'essai parce que vous allez tous les éclater, les petites bouteilles en plastique sur les côtés. C'est ça. C'est du creux en fait, voilà, à côté. Exactement. C'est ce que je dis moi dans mon école, c'est que nous on reste un peu le temple de la danse. C'est comme ça que je vois les choses. C'est que il y a plein d'écoles qui se montent avec plein de monde. Tu vois, ça grouille parce que la danse explose vraiment. Donc ça grouille. Mais je dis pas de souci. Vous voyez la pierre là qu'il y a, les tailleurs de pierre à l'époque, ils ont fait le boulot. 200 ans après, c'est encore là. Eux, ils mettent des contreplaqués. Laissez-les. Ne vous inquiétez pas, non. Il y aura des intempéries et on verra qui tient. Et c'est exactement le discours que j'ai. On va doucement, mais on fait bien. C'est-à-dire que le savoir-faire français de nos ouvriers, les meilleurs ouvriers de France, etc., etc., moi, je me considère un peu comme ça. L'Opéra de Paris, voilà. Pour moi, un danseur du Juste Debout, c'est un ouvrier de France. C'est un meilleur ouvrier de France. Tu vois, on n'est pas pressé. C'est-à-dire qu'on voit tout le monde qui grouille, qui fait une course à côté de nous. Et nous, moi, ma devise, c'est quand tout le monde va dans un sens, on va dans l'autre. Donc, si tout le monde va à 200, nous, on ralentit encore. Et du coup, ça marche puisque il y a plein d'écoles où ils apprennent des chorégraphies, mais elles se ressemblent toutes. Nous, on dit pas de chorégraphie. On apprend comment tu vas bouger le bras, par où ça part, et on va répéter. Et tu vois, il y a des gens qui veulent faire des chorégraphies, qui veulent briller, qui ne se retrouveront pas dans des écoles. Mais pour les gens qui veulent apprendre, des foundations, comme on les appelle, eh ben après, ils pourront aller dans ces écoles chorégraphiques, parce que les chorégraphies, tout le monde peut en faire, au final. Ikanji, ça vient du japonais. Et est-ce que justement, ce principe dans la danse, quand tu me dis c'est toujours répéter les mouvements de base, c'est une inspiration des arts martiaux ou pas? Non, alors Ikenji, c'est le nom de mon groupe qui s'appelle Ikenji. Pourquoi? Parce que ça veut dire bon esprit. Bon, Kenji, esprit. Et donc du coup, c'est juste ça. Après, nous, on a toujours été fans. C'est aussi un feeling, des émotions. Voilà, c'est ça, exactement. Et on a toujours été, bon feeling aussi, exactement. Et du coup, on a toujours été proches et fans du Japon, parce que voilà, on est fans du Japon depuis tout jeune. Et c'est pas moi le créateur du groupe, moi je me suis incrusté dans le groupe, mais j'ai gardé le nom. Voilà, j'ai volé le nom. Mais c'était pour faire perdurer le nom parce que je trouve sympa. Et puis je trouve qu'il sonne bien. Mais de toute façon, il y a une notion. Ce que j'aime dans l'art martial, c'est le mot art. Voilà, tu vois, c'est que même si on regarde des films, ou on regarde, moi j'adore regarder des films d'arts martiaux, ou même voir les gens qui font des compétitions et tout. Et pour moi, c'est des artistes. Donc voilà, dans le mouvement, tu vois, il y a des trucs qu'on reprend, qu'on a repris, quoi.
dans le hip-hop. Et dans les arts martiaux, justement, une des bases, en tout cas de la tradition au Japon, c'est de reprendre les briques, mais vraiment deux bases. Genre anatomie, un coup de poing droit, là, et puis t'en fais 500 par jour, quoi. C'est la répétition. Un truc de mongolien, et voilà. Mais moi, c'est ce que j'ai à mes élèves, je dis, de toute façon, si vous aimez la danse, tu ne peux pas aimer la danse sans aimer la répétition. T'es obligé de refaire le mouvement. Tu sais, il y a des claquettistes qui mettent un disque, donc un vinyle, ils mettent un disque, ils s'entraînent un pied sur tout le disque, et après, ils remettent l'autre face, ils s'entraînent un pied sur l'autre disque. Enfin, tu vois, sur l'autre face. Donc, c'est vraiment le temps s'arrête, quoi. Tu vois, le temps s'arrête. Tu dois avoir la faculté d'arrêter le temps et de répéter. C'est un travail de forcené. Vraiment, vraiment. Mais avec le plaisir. En fait, t'en fais du plaisir, quoi. Et à notre époque où justement on pense beaucoup marketing, réseaux sociaux, construction, branding, hein, et il n'y a pas un créneau justement pour tous les jeunes qui aiment vraiment ce qu'ils font et justement de dire je vais devenir un exemple et une fois que j'aurai une crédibilité dans ce que je fais, du coup les gens me suivront, quoi. Alors, nous, même si on va à l'inverse de tout ce qui se passe, on est quand même dans l'air du temps et on fait grossir nos réseaux sociaux. Enfin voilà, on touche à peu près 400 000 personnes avec nos réseaux sociaux tout confondus, hein, j'entends. Donc, on a pris le virage quand même. Hein. On n'est pas les vieux moines Shaolin. C'est du levier. C'est voilà, du levier. Voilà, c'est ça. C'est qu'on s'est dit, on va justement communiquer sur le fait qu'on est différent avec leurs armes. Donc voilà. Et il y a des jeunes il y a des jeunes qui ont fait mon école, qui ont 1 million de followers, 600 000 followers. Enfin, tu vois, ils ont su se servir de leur époque avec le savoir-faire d'antan. Et ça, c'est intéressant. Donc ça marche. Ça marche. Vous pouvez devenir bon et ensuite... Exactement. Et moi, je leur dis à mes élèves, je leur dis, devenez bon parce que j'ai besoin de vous. Moi, j'ai 45 ans. Plus tard, qui va prendre la relève? Non, mais c'est vrai. Je vois vraiment comme le Templier, quoi. Tu vois, c'est vraiment qui va reprendre mon école? Qui va reprendre mon événement? Et je leur dis tout le temps. Je leur dis, c'est pas que là, c'est qu'est-ce qui se passe plus tard. Voilà. Donc l'école, tu ramènes à toi les gens qui t'aiment et qui apprécient ce que tu fais. Ensuite, avec Juste Debout, tu donnes une notoriété, un rayonnement beaucoup plus large. Et ensuite, avec les agences de consulting et de booking, au final, tu mets le pied à l'étrier aux gens que tu as formés pour qu'ils puissent se propulser, quoi. Exactement. Il y a 4 volets. Un volet événementiel, qui donne la lumière et la vitrine. Un volet transmission avec l'école, parce que les gens connaissent l'école aussi grâce à l'événement. Voilà. Un volet booking d'artistes, donc service aux marques, etc., etc. Un volet consulting pour les marques, pour prendre des élèves de la school ou des anciens élèves ou des profs d'information ou des danseurs du Juste Debout pour pouvoir travailler. Donc on a vraiment un espèce d'écosystème qui fonctionne plutôt pas mal et on a développé un volet encore une fois virtuel avec l'application Top on the Floor qui est un ranking du danseur mondial et qui est comme l'ATP, donc Top on the Floor. Et vous pouvez aller checker, vous avez les meilleurs danseurs mondiaux, ils font des battles. J'ai une équipe qui check tous les points et les 100 premiers gagnent une somme d'argent. Donc c'est comme des awards de la danse, quoi. D'accord. Et le but de cette application, c'est quoi? Le but de cette application, c'est renforcer les finances des danseurs qui sont en précarité. Parce que forcément, ils sont pas tous businessmen. Pendant le Covid, ça a été compliqué. Donc voilà, le but premier, c'est celui-ci. Le but second, c'est de savoir qui sont les meilleurs. Voilà, savoir dans quel pays. Tu tapes Japan, tu as tous les noms de tous les danseurs japonais, par exemple, qui sont dans l'application. On a à peu près 5000 danseurs, on va arriver à 20 000 danseurs au mois de décembre, et beaucoup plus dans le futur. Et aussi faire de la thune, faire du business, parce que à chaque fois que quelqu'un achète abonnement qui est à 14 € par an, donc ou 3 € par mois, il y a un pourcentage qui va pour le danseur, mais aussi un pourcentage qui revient à Juste Debout, enfin à DL Production, donc ma boîte de prod. Et il y a des fonds qui vont aussi dans le développement de l'application, parce que l'application, elle est vouée à vraiment aller plus haut avec des votes en ligne, etc. etc. Parce qu'en fait, c'est quoi l'intérêt pour le gars qui s'abonne à l'appli? Lui, quel est son intérêt de s'abonner? Supporter les danseurs. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, on aimerait aimer les danseurs, mais on sait pas comment. Tu vois. Donc, supporter les danseurs. Voir qui sont les meilleurs danseurs mondiaux dans chaque pays. Donc ça permet après d'aller voir les vidéos, voilà, ça permet les vidéos, les réseaux sociaux, etc. etc. Faire avancer la communauté, parce que du coup, quand tu mets de l'argent, il y a par exemple des donateurs, ce que j'appelle le love money.
enfin ce que vous appelez d'ailleurs dans votre jargon, pardon, c'est vous qui l'avez inventé. Donc il y a des gens qui me disent, moi je veux aider Juste Debout, je veux aider DL-Prod, mais sans pour autant mettre de l'argent et avoir à signer des papiers. Et il y a des personnes qui, comme Eugénie Boyer, qui mettent des 1300 €, des autres qui vont mettre des 5000 € dans la cagnotte pour aider la communauté de la danse. Voilà. Donc c'est altruiste, mais aussi business, parce que derrière, on apprend aussi aux danseurs à se dire, voilà, ton argent, tu l'as gagné lors du battle, mais quand tu dors ou quand tu fais une autre activité, tu as un compte qui tourne et qui peut te ramener des sous si tu es dans les 100 premiers danseurs mondiaux. Donc ça, c'est l'intérêt, il est pour les danseurs, Ouais. et pour le gars qui achète l'appli, c'est celui qui veut supporter, donc c'est l'économie du don, Love Money, etc. Et est-ce que tu prévois, ou est-ce qu'il y a moyen de donner plus de valeur à l'utilisateur de l'application, du genre, je sais pas moi, un système de vote, ou alors, Exactement. on en parlait un peu, que les gens qui parient en fait sur le danseur qui va devenir le meilleur, il ait droit à un pourcentage des revenus générés ou quelque chose en fait qui centre ça sur l'utilisateur. Quels sont les... Exactement. Alors là, on est dans la vague 1. On fait rentrer tous les danseurs, mais après il y a l'organisateur, il y a les marques et il y a les gens qui voudront tokeniser le danseur ou autre. Donc il y a vraiment cette application, elle va être assez ludique parce que les gens pourront regarder des événements, voter avec l'application, mais aussi se dire, ce danseur, j'adore, j'aimerais faire quelque chose pour lui, je veux acheter voilà, des parts de ce danseur. Voilà, la tokenisation qui se fait en NBA ou dans le football. Donc il y a ça, et pour les marques aussi, bah, il y a des marques qui me demandent, Bruce, où est-ce que tu as les adresses, où est-ce qu'on peut trouver ces danseurs? Ben là, on peut créer des relations avec les danseurs et les proposer aux marques. Donc, il y a vraiment une quadruple utilité. L'organisateur, il met son événement aussi, donc on promouvoit son événement. On dit, si tu vas à cet événement, tu gagnes des points. Donc, ça favorise aussi, ça promouvoit l'événement. Et les danseurs, donc du coup, ils iront plus vers les événements où tu peux gagner de l'argent et des points plutôt que dans un événement où tu peux que gagner de l'argent, quoi. Donc l'idée, c'est de structurer le monde de la danse et de mettre les gens en relation, en fait. Exactement. Et ça marche, parce que je sais que pour le sport, par exemple, les paris, ils en sont dingues, quoi. Là, tu fais un token PSG, les gars du PSG, ils sont à fond derrière, ils jettent tout pour l'avoir, quoi. Mais, parce que le foot, c'est très communautaire, c'est très tribal, c'est très, Est-ce que c'est pareil dans la danse? Est-ce que les gars, ils sont prêts à acheter des billets pour, alors moi, c'est quoi l'ambiance du supporter du danseur? Alors, le supporter du danseur, en tout cas, on en est aux prémices, hein. Faut pas oublier, c'est la danse à 40 ans, la danse hip-hop à 40 ans, le football c'est beaucoup plus vieux, il y a un business model qui est beaucoup plus installé, beaucoup plus fort, beaucoup plus vieux. Donc on en est au début de la danse. Mais moi quand je vois 16 000 personnes dans une arène qui viennent voir des danseurs hip-hop, je me dis attends, il se passe un truc. Ils viennent pourquoi? Ils viennent, voilà, c'est que ils viennent pour leur danseur préféré, leur danseuse préférée, et ils disent voilà, c'est un truc de fou. Quand je vois que y a une personne qui est capable de mettre 1350 € pour aider la danse, il y a forcément dans le microcosme ou dans le monde même de la danse et des amateurs de danse, des gens qui sont prêts à mettre beaucoup plus pour aider la danse. Voilà. Aujourd'hui, la cagnotte elle n'est pas énorme, ça fait 4 mois, on est à 4500 €. Moi, mon but c'est de la faire monter à 40, 50, 500 000 € pour que les danseurs soient vraiment à l'aise. Mais il y a des gens qui sont prêts à le faire. C'est un peu, est-ce qu'on est sur le même phénomène que la musique, les fans d'un groupe de musique? Il y a les fans des danseurs, fans d'un groupe de musique. Il faut encore travailler justement l'aspect, parce que la musique a une grosse exposition, la danse beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on voit un danseur, mais on ne sait pas qui c'est. Ouais. À contrario de la musique, on connaît le titre. Bah nous, avec ça, avec Top on the Floor, justement, on veut faire connaître la danse au plus grand nombre. Donc, une fois qu'on aura donné plus de visibilité, c'est marrant ça, parce que la danse... Et attends, excuse-moi, je te coupe. Oui. Juste, il y a un truc, c'est que la danse, la force de la danse, c'est que tu touches un japonais comme tu touches un chinois, comme tu touches un américain. Un chanteur français, il chante en français. Un chanteur japonais, il chante. La danse est un vecteur mondial. Et ça, c'est beau. C'est beau, et les gens pensent que la danse, c'est une niche. Il y a quand même 6 millions de pratiquants en France. 6 millions. C'est plus que le foot. Donc, tu vois, quelque part, et je parle pas que de danse hip-hop, je parle de toutes les danses, hein, tout type de danse confondu. Mais il y a quand même 6 millions. Donc les gens qui disent, ouais, la danse, c'est une niche, non, pas du tout. C'est un super ratio pour les marques, et surtout, on en a partout, quoi. Cinéma, télé, pub, enfin voilà. C'est énorme. Et en fait, ouais, c'est assez intéressant parce que est-ce
est-ce que ça revient pas à dire, je sais pas, dans mon imagination, la danse en fait c'est collectif et effectivement le danseur, on le connaît pas. Et là, est-ce que ça revient pas à dire, on va incarner la danse, on va personnifier la danse et donner un attachement. Par exemple, ouais, c'est Ikanji, c'est machin, c'est trucs, et on suit un danseur comme on suit un groupe de rock, quoi. Alors, moi j'ai un mot pour ça, c'est on va faire des danseurs des street stars. C'est-à-dire que c'est des mecs de rue, des danseurs de rue à la base, qui deviennent des stars de la danse. Star, c'est un peu péjoratif comme terme, mais c'est le terme anglais que j'emploie. On va starifier ou stariser, je sais plus comment on le dit, le danseur. Du coup, dans ton appli, il faudrait pas qu'ils aient un espace pour pouvoir Communiquer. communiquer avec les gens. C'est vague 4, 5, 6. Ouais. Ouais, parce que, voilà, tu connais, une application, ça coûte, Ouais. voilà, on en est déjà au moins à 80 000 euros, là, tu vois, avec des gens qui saisissent. À mon avis, c'est une application qui va me coûter 300, 400, 500 000 euros, tu vois, au long terme. Donc, voilà, c'est une belle application. Il y a beaucoup de monde derrière, beaucoup de calculs, donc, voilà. Parce que si tu veux personnifier, quand on y réfléchit, la prochaine étape, c'est communiquer, quoi. Je peux toucher ton danseur, ouais. Ouais. Bah, alors, ça, on le fait à travers les réseaux sociaux. Il y a une page du danseur et ce danseur-là, quand il sera inscrit, il pourra donner aussi ses contacts à des gens. Donc, tout est prévu, mais voilà. Comme tu le sais, il y a des vagues de développement. Et donc, le phénomène de fond de ça, c'est que tu penses que la danse, ça peut fédérer les gens comme n'importe quel sport. Et pourquoi ça a été négligé avant? Pourquoi ils n'y ont pas pensé avant? Ça a été négligé avant parce que les artistes sont très durs à travailler. Les artistes, c'est un sac d'os. Enfin, c'est un panier de crabes. C'est un panier de crabes. Mais les chanteurs, c'est pareil. Les chanteurs, c'est pareil, mais à contrario, c'est que le chanteur, il donne un produit là que tu peux utiliser et que tu peux vendre, dupliquer, etc., etc. Le danseur, tu peux le faire, mais c'est compliqué parce que le danseur n'a pas la notion du business. C'est pas encore entré dans les mœurs. Donc, moi, je me bats pour ça. En fait, je vais me battre. Le reste de ma vie, là, ça va être ça. Ça va être faire en sorte que le danseur devienne une star comme Messi, comme Jordan, comme voilà. Il y a les Twins, il y a Sofia Boutella qui fait maintenant du cinéma, il y a Salif. On voit que ça touche énormément de gens. Donc, pourquoi pas? Et du coup, ouais, la chose, c'est d'arriver à donner un... Parce que ce qui marche bien aussi dans le sport, c'est que t'as les bleus contre les rouges et battez-vous, quoi. Ouais. C'est ce qu'on a dans le battle. Voilà. Mais c'est un peu spartiate et tribal comme truc. Est-ce que dans la danse, on peut retrouver cette émulsion en disant... de toute façon... Alors, avec les battles, c'est déjà le cas, Tu l'as. Et puis même dans les vidéos, tu peux faire des concours chorégraphiques, tu l'as. C'est nouveau ça? Ça date vraiment des battles ou avant ça existait déjà, au lieu de se taper dessus, on se danse à la tête? Ouais, c'est ça. C'est que en fait, le défi existe depuis le début du hip-hop en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un problème à gérer plutôt que d'aller dans la violence, on gérait artistiquement. Que ce soit en beatbox, que ce soit en DJing, que ce soit en graphe, que ce soit même en danse. Il y a eu ces confrontations. Alors à la base, c'était les gangs et les voyous qui dansaient. Hein. Sérieux? Oui. À l'époque, c'est des danses de gang. Voilà. Dans les années 70, 80, ça vient de là. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se sont dit, on se tire pas dessus, on danse. Afrika Bambaataa, le papa de la Zulu Nation, qui a dit à un moment, stop the violence, et qui a dit, voilà, plutôt que vous flinguez, vous allez faire des choses productives et danser. Mais c'est génial. Ça a marché? Ça a marché. Les gars, ils ont traité les conflits comme ça. Ouais. Et ça s'appelle la Zulu Nation. Et c'est vieux de 40 ans. Et il y a eu des exemples avant dans l'histoire, tu as sûrement dû creuser le truc, je sais pas, est-ce que c'est arrivé dans d'autres cultures, que les gens s'affrontent en dansant plutôt alors le cercle, tu sais, par exemple en Afrique du Sud, il y a alors c'est moins beau ça, mais il y a les chefs de mine qui avaient des danseurs d'Afrique du Sud, des gumboots, donc qui avaient des bottes en caoutchouc, et qui faisaient des cercles, et ils faisaient, quand ils travaillaient pas, ils faisaient des espèces de défis entre mine nord, mine sud, et on va voir quels sont les meilleurs danseurs. Et c'est des chefs de mine, donc des blancs, qui exploitaient les danseurs noirs pour ça. Mais il y a aussi traditionnellement dans les mariages en Afrique ou dans les deuils, voilà, la danse a toujours été ou même l'armée rouge en Russie. L'armée rouge, des danseurs de l'armée rouge. Je vous invite à taper danseurs de l'armée rouge. Vous allez voir que il y a des similitudes avec le hip-hop. Donc il y a plein de similitudes. En fait, c'est pas nouveau. Donc au niveau psychologique et au niveau liens sociaux, il y a quelque chose à exploiter sur la danse comme avec le sport ou la musique, quoi. Le monde entier a dansé, danse et dansera. Le monde entier. Quand on dit la danse, c'est que les Noirs, non. Tu vas dans chaque peuple, chaque pays, il y a des danses. C'est juste que on ne s'est pas renseigné dessus. Mais il y a des danses. Je te dis, l'armée rouge, tu vas être impressionné.
Ouais, c'est intéressant parce qu'on le connaît pour le chant, que c'est fédérateur et tout, mais pas pour la danse. Et du coup, Bah, il y a sûrement... la danse, je vais te dire, c'est beaucoup. Alors, je prêche pour ma paroisse, donc du coup, mais c'est plus puissant que beaucoup d'autres arts puisque c'est pas politisé. Et d'ailleurs, petite information, en Chine, ils avaient commencé avec le rap en Chine. Et l'État, voilà, l'État chinois a dit, oula, ils commencent à nous insulter. Ou Voilà, pas. on va les mettre en prison. Voilà, tu vois, c'est ce qui s'est passé. Il y a des rappeurs qui ont été en prison parce qu'ils commençaient à faire les rebelles. Ah, nique la police, ça passe pas. Voilà, à la base, ça passe pas. Bon, ça passe nulle part. Mais bon, voilà. Et c'est, ils ont choisi la danse. Tu vas en Chine maintenant, la danse, c'est un phénomène incroyable. Ils sont 400 dans ton cours, ils font les mêmes. C'est incroyable. C'est vraiment un, et d'ailleurs, en Chine, c'est ce que je déplore, parce que je connais beaucoup de productions, j'ai proposé plein de projets pendant toutes ces années. En Chine, ils ont déjà 3 shows télévisés qui sont vus à des milliards de vues, qui ont, voilà, les protagonistes de ces shows, c'est des superstars. Tu vois, c'est un peu comme Danse avec les stars, mais puissance chinoise, quoi. Et ça cartonne. Et en hip-hop. Ça cartonne. Non. Ouais. C'est très fort. Ouais. Et du coup, je sais pas si tu veux qu'on aborde, c'est un sujet qu'on avait pris tous les deux, c'était par rapport à la crise sociale que la France traverse, pour ne nommer qu'elle. C'est-à-dire, je dis souvent ici, de mon point de vue, projetez-vous en vous disant qu'il y aura plus de solutions collectives pendant un bon moment et qu'il va falloir trouver justement des adaptations individuelles et des solutions individuelles. Alors quand je dis individuel, c'est ce que j'appelle à longueur de bras. Donc c'est ma famille, mes amis, mon village, mes clients, mais voilà, les gens que je peux attraper, quoi, que je peux connaître. Et on a eu cette discussion, et puis tu me disais, comment tu vois ça, le problème dans les banlieues, etc. Parce que je travaille 10 ans dans le logement social, et je sais qu'il y a des endroits où la police ne va plus. Mais je le sais parce que j'ai appelé des flics en disant, il faut aller là-bas parce qu'il y a des problèmes, vente de drogue, et j'ai des travaux à faire, moi, pour sécuriser. Et on m'a dit, non, monsieur, non. Vous n'avez pas compris. Non, allô? Il y a quelqu'un? Je passe sous un tunnel, là. Et après, j'ai remonté voir mon chef et je lui dis, attends, là, visiblement, la police nationale, ils y arrivent pas, faudrait peut-être appeler la préfecture parce qu'il y a des familles qui sont en danger, hein, physiquement. Quand il y a du 220 à l'air libre dans les communs, c'est pas top. Et puis, mon chef, il me dit, non. Plus tard. Je vais m'en occuper. Lui, il a déporté le problème, comme tu disais tout à l'heure, il l'a... Exactement. Et d'ailleurs, on voit bien du coup que la somme des crises augmente. Exactement. Ça ne suffit pas d'occulter. Et puis on se demandait, tiens, finalement, qu'est-ce qu'un danseur peut faire là-dedans? Je veux pas faire de politique, je m'en fous. Moi, je pense que ces gens-là ne servent pas à grand-chose. Enfin, n'ont pas d'utilité, d'impact concret. Donc, ça sert à rien d'en discuter des heures. Mais à l'échelle, justement, d'un club de danse ou d'un danseur dans cette zone-là, est-ce qu'on peut en parler de ça? Bah oui, parce que de toute façon, comme tu as dit tout à l'heure, ça nous a permis, cette crise, sans faire le mec, ouais, c'est positif, parce que bon, on s'est quand même planté sur plein de trucs, financièrement, etc., mais ça a quand même permis de relocaliser, de reconscientiser, de rééquilibrer, de prendre conscience, voilà, on a reconscientisé, et du coup, de repopulariser aussi, parce que, si tu veux, quand moi, je prenais 60 avions en 6 mois, parce que je l'ai fait ça en 2019, 60 avions en 7 mois, t'es partout, mais t'es nulle part en même temps. Voilà. Donc, tu te gazéifies un peu. Voilà, tu vois, et puis, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, donc t'as des sociétés, mais ça marche pas bien, tout ça. Donc, ça nous a permis de recentraliser, de créer des choses, comme l'application dont on vient de parler, qui est altruiste et qui fait que tout le monde peut s'y retrouver. Donc, ça nous a permis de réfléchir collectif, même si on était tout seul, de réfléchir pour un développement collectif. Et de toute façon, en ce qui concerne la politique, moi, j'ai toujours dit, je suis apolitique. Voilà, on m'a proposé des choses en politique et tout. Quand tu remplis un Bercy, t'intéresses des gens, tu vois. Donc moi, j'ai toujours en plus, tu parles aux banlieues, voilà, c'est encore mieux, là. En plus, t'as les yeux bleus, bon, ça peut faire pas mal à la télé, tu vois. Donc, voilà. Et franchement, j'ai toujours refusé. Mais des grosses propositions, attention, j'ai toujours, plutôt ministre. Non. Alors, femme de président. Femme de président. Femme de président qui voulait faire une école dans un département, j'ai dit. Ah oui, ils t'ont pas proposé d'être femme de président. Non. Non. Dieu m'en préserve. mais tu vois, j'ai eu des propositions. Et d'ailleurs, en refusant, j'ai dit plutôt mourir.
En refusant, j'ai eu un contrôle fiscal derrière, quoi. Enfin, tu vois, des trucs, Et c'est arrivé à d'autres aussi, hein. ça, voilà. Mais bon, moi, ça me, voilà. En tout cas, Ouais. voilà. Mais pour dire que, moi, j'ai toujours été apolitique. Par contre, j'ai toujours fait des actions politiques ou politisées. C'est-à-dire, donner du savoir à un jeune, le conscientiser, lui dire, ouais, bon, écoute pas ce rap-là, c'est de la merde, ça va t'emmener nulle part. Écoute plutôt cette musique. Ça va t'aider à te développer, à t'éveiller. Prépare ton corps, le muscle, c'est important. Voilà. Ça, c'est de la politique. Parce que le mec, il rentre chez lui, il a autre chose en tête que, ouais, je vais être avec les mecs à fumer des spliffs dans le hall, quoi. Tu vois. Donc, du coup, je pense que la danse est un vecteur, encore une fois, qui fait du bien, quoi. Qui fait du bien et qui a fait beaucoup de bien sans tomber dans le cliché. Plutôt que de brûler des voitures, venez danser. Parce que ça marche pas. Moi, je pense que les mecs qui brûlent les voitures, c'est déjà trop tard. Tu vois. Je pense qu'il faut prendre à la racine les plus jeunes et rééduquer. Rééduquer. Alors, c'est pas péjoratif pour les parents. Les parents essaient d'éduquer. Des fois, ils peuvent pas parce que, voilà, ils ont 20 000 boulots. Ils font ce qu'ils peuvent. Et puis, ils ont aussi beaucoup d'enfants, des fois. C'est compliqué. Mais rééduquer dans le sens où il faut les prendre à la base et leur dire, voilà, tu peux pas te comporter comme ça avec les femmes, tu peux pas te comporter comme ça avec autrui, tu peux pas. La danse, voilà, il y a un vecteur. Le rap aussi, parce que on a occulté le rap conscient qui faisait sortir les gens et faisait que certaines personnes s'élevaient, et on a favorisé et démocratisé le rap poubelle. Si tu regardes bien, il y a des radios qui passent que de la, excusez-moi du terme, mais de la merde. Mais ça pourrit les oreilles de nos jeunes, et du coup derrière, voilà. Et que la danse, même si des fois on écoute, c'est vrai, des musiques un peu aussi controversées, mais derrière il y a le langage du corps. Et le langage du corps, il faut le maîtriser. Et du coup, il y a de la discipline. Et du coup, tu dois venir à l'heure. Si tu viens en retard en cours, c'est trop tard. Tu vois, donc, on fait de la politique. Puis ce qui m'intéresse beaucoup dans ton approche, en fait, c'est de dire, ok, vous venez danser, vous apprenez et tout, mais après de lier ça à des projets. Et en fait, de dire, bah voilà, même si la situation est compliquée et le sera probablement plus dans quelques temps, je veux dire, de se dire, bah pose tout, concentre-toi sur ta danse, et puis qu'est-ce que tu fais de ta danse, avec qui, comment tu vas être utile aux autres, qu'est-ce que tu vas faire pour gagner de l'argent, donc rendre service. Bah au final, on a déjà commencé à résoudre les problèmes. Exactement. Il y a un rappeur qui dit, et qui est conscient et que j'aime bien, qui s'appelle Kerry James, c'est qui dit « Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes ?» Mais cette phrase, elle veut tout dire. Tu te plains, tu dis « Ouais, l'État. » Mais toi, qu'est-ce que tu as fait à ton échelle, à côté de toi? Qu'est-ce que tu as fait pour la dame qui est âgée et qui est à côté de toi? Qu'est-ce que tu as fait pour tes voisins? Qu'est-ce que tu as fait pour les jeunes qui sont en bas de chez toi? Tu vois, moi, un jour, je suis arrivé dans mon ancien quartier, je suis arrivé avec 50 places du Juste Debout, je leur ai dit « Venez ». Bon, ça a été annulé, ils sont pas venus. Mais c'était en période Covid, on a été annulé. Mais tu vois, qu'est-ce que tu as fait? En fait, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu continues à faire? Donc pour moi, c'est important de développer et de se regarder en face aussi et de se dire, voilà, tu peux pas attendre de ces gens-là qui nous mentent depuis des années, comme tu l'as un peu stipulé tout à l'heure. En fait, la politique, c'est nous. C'est la politique, les politiciens, c'est nous au quotidien. C'est pas attendre après des gens qui vont nous mettre des carottes pendant, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils nous disent la même chose. Enfin, depuis que je suis petit, j'entends les mêmes choses, moi. Le problème des quartiers aujourd'hui, c'était le même. NTM le chantait déjà il y a 30 ans. Le problème de l'immigration, on en parlait déjà il y a 30 ans, 35 ans. Le problème, voilà. Enfin, tu vois. On passe à autre chose, quoi. Voilà, on passe à autre chose. Faisons. On va faire. Exactement. Et j'avais entendu ça dans une conf il y a pas longtemps, ou je sais plus où, et qui disait, en fait, le rêve d'un esclave, c'est d'avoir d'autres esclaves sous lui. Et tu vois, de dire quelque part, je vais pas dire, quand tu as un statut ou quelque part tu rends compte à quelqu'un en permanence et que tu en souffres un peu, je pense à l'école par exemple, qui est un temple de la souffrance pour beaucoup de gens. Pareil. Ça l'a été. Et ben quelque part, une fois que t'es sorti de l'école et que t'as des diplômes, ton rêve, c'est d'avoir des nouveaux élèves à torturer, quoi. Et d'engendrer cette chaîne de souffrance, parce que la souffrance, tu la déportes dessous, parce que... Alors, moi, je me souviens d'une prof qui avait un doctorat, et je lui disais, mais en vrai, on avait monté une boîte ensemble, une connerie à jamais faire, c'est monter une boîte avec des profs. Ils ont la théorie, mais pas la pratique. Ouais, et puis la théorie, vite fait, la théorie l'universitaire. Ouais, donc, voilà. C'est Yogi Berra qui disait, la théorie et la pratique, c'est la pareil. En théorie, c'est pareil, mais en pratique, c'est très différent.
Et en fait, à un moment, je disais, mais là, techniquement, je comprends pas pourquoi toi, en tant que prof, t'as une rampe quelque part de situation, c'est si difficile d'accéder. Et elle m'avait répondu, bah moi, j'en ai chié pendant 3 ans pour avoir mon doctorat, maintenant, j'en profite. C'est ouf. Ah, c'est ouf. Là, tu te poses même plus la question de l'utilité. Ouais. Tu dis, mais en fait, c'est bon, j'ai été élu. Foutez-moi la paix. Maintenant, c'est à vous de ramer, quoi. Le problème des trônes. Les problèmes des trônes. Ouais. Alors qu'en réalité, de ce qu'on se dit depuis hier, c'est de dire, mais en fait, si vous faites à votre échelle et que vous essayez d'inclure les autres, bah, vous allez trouver des réseaux, des finalités, Alors, après, moi, je serais un peu hypocrite en disant que j'ai pas non plus, tu vois, que chez moi, c'est rose. Parce que quand tu regardes mon école, c'est hyper sévère. Mais pourquoi? Je vais t'expliquer. C'est que... Tu les tapes. Non, mais si je pouvais, je le ferais. Non, mais parce que je vais te dire, c'est que, en fait, nous, déjà, étant plus jeunes, ce qu'on a appris, on l'a appris dans la... C'est vrai, même en danse, on a appris dans la souffrance. C'est-à-dire que c'est très dur de se défaire d'un schéma où tu dis, ouais, mais moi, le mec, à un moment, il m'a mis un petit coup derrière la tête pour me dire, fais ça mieux. Tu vois? Donc, c'est très dur de sortir de ce schéma-là. Donc, on le fait pas, bien sûr, c'est une école. Mais par contre, on leur dit, les gars, à un moment, faut y aller, quoi, tu vois? Donc, on leur parle de manière, des fois, très sèche et très violente. Mais c'est aussi pour tester leur abnégation, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que, encore une fois, la danse, c'est très dur. C'est très beau, ça paraît simple, pour certains. Quand on danse, ça a l'air simple, mais à l'intérieur, le corps, il crie. Les muscles sont en tension. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça, faut les habituer à cela. Et ça passe quand même par des étapes assez dures et assez difficiles. Donc, je serais hypocrite de dire, t'as raison. Mais t'as raison. D'accord? Par contre, dans le business, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, je n'aime pas du tout la hiérarchie. C'est-à-dire que il y a un invité qui vient, enfin c'est un exemple, hein, voilà. Je fais une réunion avec quelqu'un d'important, je peux très bien aller faire le café, je remplis ma machine à boisson, enfin tu vois, je n'aime pas cette notion hiérarchique. Par contre, il y a forcément quelqu'un qui donne les directives, c'est moi, parce que c'est ma vision. Mais pour donner un exemple, mon organigramme, j'ai pas fait en mode pyramidal. Je l'ai fait en mode horizontal, de lecture. C'est bête, mais tu as Bruce, tu as Rose, le coordinatrice générale, et après tu as tous les autres. Pour la personne qui regarde l'organigramme, si tu le mets comme ça, c'est pareil. Mais c'est quand même un détail qui est important. On a voulu le mettre de manière horizontale pour dire, on est tous pareils. Même s'il y a des visions différentes, même s'il y a une vision générale qui est la mienne, on bosse tous au service de cette vision, mais sans pour autant faire valoir son statut hiérarchique. Voilà, c'est un peu la philosophie du truc. Ben, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je commence à avoir plusieurs activités aussi. Et en fait, à un moment, je me dis, bah, si je veux que ça grossisse, soit je me disloque, parce que tu fais 8 heures, 10 heures, 15 heures, 16 heures par jour, puis après, ta femme, elle te dit, bon, t'es sympa, mais je vois rien. Ou alors, tu te dis, bah, en fait, il faut que j'arrive à déléguer et à transmettre. Et en ce moment, je me dis, il me faut un homme clé, ou une femme clé, par projet, en fait. Sur lequel, après, moi, je puisse venir, non pas en chef, parce que tant que t'es le chef, en fait, tu deviens un goulot d'étranglement, mais en tant que soutien, en tant qu'appui. Parce que dans l'idéal, quand on a des business, l'idéal, c'est qu'ils fonctionnent tout seuls. C'est-à-dire qu'ils soient autonomes. C'est comme les enfants, tu vois. À 18 ans, après, ils se cassent, ils font leur vie. On se voit le dimanche, c'est très bien. C'est ça. Mais du coup, ça veut dire que t'es plus le chef. T'es un appui. Oui, c'est ça. Et ça, c'est très dur. Ça m'a... Comment tu fais ça? Alors, ça m'a pris beaucoup de temps, déjà, à déléguer, parce que moi, j'avais peur. Donc, qui dit peur, dit manque de confiance en soi. Ça m'a pris du temps pour déléguer. Là, j'ai réussi à le faire avec Nicolas à l'école, Rose pour la coordination générale du groupe, qui a elle-même des gens qui bossent avec elle. Donc ça, c'est réussi. Par contre, travailler en soutien avec eux, c'est plus dur parce que je vais très vite, enfin, sans prétention, mais je vais très vite et je pense que tout le monde comprend à mon allure. Tu vois? Et ça, c'est un problème des fois d'adaptabilité, d'adaptation et de dire, bon, voilà, on va prendre un peu plus de temps. Je suis quelqu'un de très speed. Donc, du coup, j'apprends toujours. J'apprends mon métier de gérant de structure. Et est-ce que tu as essayé de faire confiance à quelqu'un? Ah non, je fais confiance. Non, mais dans le sens où tu lui dis, bah, écoute, ce projet-là, on va le faire à deux, mais toi, c'est toi qui vas faire, et moi, je serai en appui. Et ta vision, je vais soustraire. Voilà, ouais. C'est toi le chef, et quand t'as besoin, bah moi je vais faire du réseau, du machin, du truc, j'appuie. Bah, alors... Mais de lâcher en fait, tu vois, de dire ce sera pas comme moi je veux, parce qu'un entrepreneur en fait c'est un connard. On a toujours une vision. Ouais. Si on te dit moi je fais comme ça, je dis non, écoute, je vais t'expliquer. Regarde.
Mais tu vois, et à un moment, je me dis, est-ce que finalement la solution, c'est pas de dire, bah allez, développe ta vision et moi je te soutiens. Alors, moi, je le fais déjà avec l'école, avec Nicolas, qui est en fait le directeur de l'école. Tu vois, ça me fait mal de le dire là, parce qu'il y a le l'ego, mais Nicolas, c'est le directeur de l'école, c'est lui qui gère, tu vois, le truc, le bateau et tout. Et moi, j'arrive, je fais l'artiste, mais c'est ça. Donc, j'ai fait confiance. Mais tu ne peux pas le faire pour tout, je pense. Il y a des décisions, tu sais, j'essaie de le faire avec d'autres personnes. Il y a des gens qui ont besoin de toi et qui ont besoin de ta vision et de ton souffle. Donc, Rose, elle est complètement autonome sur la gestion comment dire, des personnes qui travaillent avec nous. Mais elle revient demander des conseils. Nicolas aussi, pareil. Et par contre, il y a des sociétés, j'ai des sociétés, je regarde pas le compte en banque. Je fais totalement confiance à la personne qui gère. Tu vois, ça, c'est une preuve de confiance, tu vois. Et pourtant, faut quand même se méfier, faut quand même faire gaffe. Bon, je regarde les bilans, tout ça. Mais, tu vois, c'est pour dire que je leur laisse du champ. Mais ça a été un chemin. Ça a été dur. Bah, c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'en fait, quelque part, quand tu veux travailler avec des gens, tu deviens un employeur. Mais quand tu as des employés, c'est pas des entrepreneurs. Et en fait, moi, je suis en train de virer mes employés et de les transformer en entrepreneurs. Tu vois, pour dire, non, mais arrête, tu vois, cherche pas à avoir une paye, cherche à avoir des parts. Ouais, c'est ça. Parce que quand t'as des parts, si ça marche pas, eh ben, tu te diras comment je fais pour que ça marche. Et si ça marche bien, bah, tu te diras... Ouais, c'est ça. Écoute, moi j'ai fait la proposition à des danseurs il y a 7 ans de cela, quand l'école était en difficulté. J'ai écouté, j'ai des dettes avec certains danseurs, je vous les transforme en parts. Et moi, j'aurais sauté sur l'occasion. C'est génial. Eux, n'ont pas donné suite. C'est-à-dire qu'ils étaient 45, ils m'ont regardé comme ça. Enfin, parce qu'ils voyaient pas que j'allais me relever, ils voyaient pas. C'est comme quand tu vas en Grèce au moment où c'est pas cher pour acheter les maisons, les plus belles maisons, et quand ça remonte, c'est tranquille. Bah, eux, ils ont pas vu ça. C'est pas que j'insulte pas leur intelligence. C'est juste qu'ils n'ont pas fait, tu vois. Donc, faut aussi accepter. C'est dur, hein. Non, mais il faut aussi accepter que les gens ne sont pas tous comme nous. Et ça, c'est la clé. C'est le pardon pour soi-même, déjà, et des autres aussi, de se dire, par exemple, Nicolas, là, je lui ai dit, bon, bientôt, on va avoir 2 autres écoles. De ces écoles-là, moi, je veux que tu sois le dirigeant de tous les autres coordinateurs. Il me dit, non. Moi, je veux rester dans cette école, et puis les autres, ils dirigeront, mais je les dirigerai à distance. Tu vois, ça dépend vraiment de la volonté des gens. Bah, ouais. Et pour autant, je veux pas me séparer de lui parce que déjà, j'ai aucun mobile pour. Et deuxièmement, c'est son fonctionnement. Et ça, c'est très dur en tant qu'entrepreneur de comprendre que les gens ne sont pas tous pareils. C'est affreux, hein. Bah, c'est pas affreux, c'est beau. Non, mais tu vois, de dire, putain, les gars, ils pourraient, ouais, et puis, ouais, tu vois. Ouais, quand on est comme nous, c'est vrai que tu dis, mais quel gâchis. Mais non, peut-être que lui, voilà. Il est très bien. Voilà. Tu vois, des fois, tu sais, on pense qu'on est heureux, mais peut-être que lui est plus heureux que nous. Bah, il y a une personne comme ça dans mon équipe qui est très très heureuse. Elle me dit, moi, je veux bosser, je fais plus 30 heures par semaine, et puis après, elle est au bord des lacs, au bord des machins, et tout, elle a sa petite vie. C'est tout. Et je dis, bah, ok. Mais t'as raison. Et moi, je ferais ça, peut-être, j'espère, si on peut, à 50, 60 ans. Là, pour le moment, je ne sens pas de faire ça, tu vois. Tu parles. 50, 60 ans, tu vas me voir, hein, toujours. Mon genou. Mais, ouais, moi, j'ai vraiment l'impression que l'entrepreneuriat, c'est très lié, en fait, à la vie, tout court. Alors, c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, je dirige mes entreprises comme je suis. Des fois, je fais passer des entretiens en tongs. Des fois, je fais, je dis aux gens, allez, on fait. Enfin, il faut pas se dénaturer. En fait, je pense que si je me dénaturais, et j'ai déjà essayé de prendre des process, ça sert à rien. Il faut qu'on soit, faut que tu sois comme tu es et que tu laisses les autres être comme ils sont et tu les emploies parce qu'ils sont comme ils sont et parce qu'ils ont des qualités et des défauts et aussi connaître ses défauts pour se dire bon voilà. Et du coup, tu danses comme tu es. C'est-à-dire que moi, je danse, je pense comme je suis dans la vie, et tu fais une entreprise comme tu es aussi. C'est-à-dire que si tu veux que ça marche et que les gens adhèrent à ta danse ou à ton entreprise, il faut que ça reste calqué sur qui tu es. Si tu dévites ça, moi, j'ai fait une carrière internationale parce que j'étais un contre-pouvoir à ce qui se faisait en danse. Tout le monde dansait d'une manière, et moi, je dansais différemment. Et j'ai été détesté par certains, mais adulé par certains autres. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, bah, il y a toujours, même s'il y a ça qui te déteste, il y a tout ça qui apprécie et qui admire. Il y a de la place pour tout le monde. Mais tu sais que la conformité, c'est le début de la servitude. Ah bah, c'est-à-dire que quand tu essayes de faire quelque chose
et qu'on te dit non mais écoute non c'est pas ça, faut faire comme ça. Ouais. On essaye déjà de te réduire, tu vois, de te compacifier, là, de te mâchouiller, je sais pas comment Et le la dire. plupart des gens qui font ça, c'est des gens qui ont peur. Ils ont peur du changement, ils ont peur que toi tu excelles, ils ont peur que toi tu ailles plus loin. Bah, c'est pour ça qu'ils rarement disent, les bons ah qui te critiquent. Ouais, voilà. Tu C'est vois, rarement les très bons qui voilà. sont qui font ce genre de. C'est les peurs. Les peurs. La peur a une grosse place. Ouais, mais la peur, Peur et la l'ego mauvaise aussi. peur, La mauvaise peur. la peur La de peur se négative, faire ouais. dézinguer, enfin Ouais, la peur du changement, de se faire Mais- dépasser, ou je sais pas, exactement. ou de voir qu'ils sont nuls, ou qu'on C'est se ça, rende c'est compte ça, que du c'est coup ça, ils sont pas c'est ça, utiles. c'est ça, ouais, c'est ça. La peur du dépassé. Comme tu as dit, c'est ouais, ma méthode elle marche plus, je suis un vieux con. Non, bah lui, tu vas lui donner un savoir, il va le transformer. Tout est recyclable en fait. Il y a pas de choses qui sont arrêtées. En fait. Et il faut le comprendre. Ça. Tu sais, c'est un peu comme le prof, où quelque part il a pour lui l'institution et le cadre, et puis à un moment tu lui dis non mais je viens plus. Si comment ça tu viens plus? Bah je m'en fous, je me casse. Enfin tu vois le gars il se... Ouais. Parce que si toi tu t'en vas, lui n'existe plus, parce qu'en fait il a pas grand chose à t'offrir à part un cadre. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est C'est- un moment où on te fait croire que l'école, si tu n'es pas bon à l'école, tu es à jeter. Si tu ne vas pas loin dans les études, tu es à jeter. Si tu fais ça. Alors que c'est sûr que c'est bien pour soi-même d'avoir un savoir. Et encore, faut sélectionner le savoir qu'on nous donne, parce que des fois, il y a des conneries. Donc voilà, mais c'est personnel en fait. C'est pas parce que tu as beaucoup de savoir que tu es intelligent. Et puis il y a pas qu'à l'école où on peut le trouver. Exactement. Et donc ça, mon fils a très bien compris ça. Un peu trop tôt d'ailleurs. Non, mais je l'ai éveillé tôt sur des trucs et puis le mec il est parti. Mais bon, ça me plaît parce qu'il est très très éveillé, donc voilà. J'avais vu il y a pas longtemps où effectivement ça m'a choqué. C'est un gars qui disait ça. Il disait mais vous savez moi j'ai pas de diplôme. Apparemment 32 des plus gros entrepreneurs dans le monde n'ont pas de diplôme, 30% ou 40, un truc comme ça. Mm. Et il dit c'est marrant parce que moi en tant qu'entrepreneur on m'a jamais demandé mes diplômes. Non, mais c'est vrai. On s'en fout de tes diplômes. mais Ce qu'on veut c'est tu t'es capable ou t'es pas capable. Ah ouais, mais même Alors qu'en salarié le premier truc qu'on te demande c'est ton CV. c'est ton CV qui Enfin, c'est les ridicule diplômes, quoi. aussi. Moi, je regarde jamais les CV Ouais. au début. C'est-à-dire que je vois la personne, je Ouais. lui parle, et après je regarde le CV. Et les gens ils comprennent pas, ils disent ouais mais j'ai tout mis dans le CV. Je m'en fous. Dis-moi qui tu es. Qu'est-ce que tu veux dire? Tiens, et je prends le CV après, je dis ah ok d'accord. Ça veut rien dire. Je veux dire un CV, c'est comme un danseur. Tu donnes un CV de danseur, ça ne veut rien dire. C'est danse et on verra après, on parle. Tu vois. Ne me convainc pas, fais. Exactement, exactement. Les actes et les paroles, c'est toujours pareil. Et du coup, par rapport aux études, moi je suis d'accord avec ça. Après, moi j'ai pas été loin à l'école, mais par contre, ce qui est intéressant dans un développement personnel, c'est que moi j'ai passé mon candidat libre, mon CAP BEP cuisine en candidat libre, et le fait de l'avoir, ça m'a quand même aidé psychologiquement à 17 ans. Ça m'a quand même à 19 ans, pardon. Ça m'a quand même aidé psychologiquement à me dire, ah, je suis capable. Tu vois, c'est bête, hein. Mais tellement que t'es dans le conformisme et tout, tu te dis, bon, j'ai quand même un diplôme, je suis pas comme ils le disent, quelqu'un qui va pas réussir, quoi. Tu vois, j'ai quand même réussi avant mon diplôme, parce que je m'étais fait virer de mon école de cuisine. J'étais infâme. Hein. J'étais pas fait pour le système, en fait. Et du coup, j'ai passé quand même en candidat libre parce que je voyais que ma mère était triste. Et donc, j'ai passé en candidat libre et je l'ai eu et quelque part, ça m'a conforté. Rassuré. Ça m'a Je suis pas complètement con. Voilà. Tu vois? Et c'est quand même, il y a quand même des côtés positifs à ça. Ben, après, quand tu dis j'étais infâme, c'est intéressant parce que dès l'instant qu'il y a un cadre qui est imposé, qui est donné, tu rentres pas dedans et t'essayes d'en sortir et malheureusement t'es enfermé dans une boîte. C'est pas étonnant que du point de vue de la boîte, tu sois pas quelqu'un de raisonnable. Mais à titre personnel, est-ce que t'as été infâme avec des gens? Oui, moi non, j'étais. Non, parce que t'es jeune, tu viens d'un quartier assez violent. Bon, même si c'était un beau quartier, c'est quand même assez violent. T'es avec des gens violents. Voilà, t'es tiraillé entre ça. Ta mère est toute seule, elle peut pas. Enfin, je veux pas rentrer dans le cliché, mais j'étais quand même, j'étais pas très sympa. Au fond de moi, je pense toujours. De toute façon, quand tu nais, t'es gentil hein, à la base. C'est les gens qui te transforment. Donc, j'étais pas dans la meilleure période de ma vie. Donc, quand j'étais infâme, j'étais pas très sympa. Quoi. Je m'étais fait virer pour violence. Hein. Je me battais tout le temps. Mais ça encore, c'est les peurs. Quand tu te bats, tu te bats avec des gens. Pourquoi tu te bats? T'as peur. T'avais peur de quoi? J'avais peur de pas réussir. J'avais de perdre mon père. J'avais peur de pas plaire à ma mère. J'avais peur de pas. Enfin, tu vois, des peurs qui sont au bout du compte insignifiantes. Parce que, enfin, insignifiantes. Quand je dis ça, c'est pas si grave, quoi. Tu vois, t'as droit à l'échec.
Mais sauf que en France, on te dit, ouais, non, alors que tu as le droit à l'échec. L'échec, en France, tu coules 3 boîtes, tu es un criminel. Aux États-Unis, tu vas couler 3 boîtes, tu es quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà. Et moi, je pense que j'ai coulé 3 boîtes. Voilà. Et j'ai acquis une expérience incroyable. Et c'est génial. Si t'as jamais échoué, c'est que t'as pas assez essayé. Exactement. Ouais. Ben ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait changer et quitter cette peur, justement, où tu te fais virer, machin, enfin, que tu canalisais visiblement au mauvais endroit? Qu'est-ce qui t'a fait, à quel moment tu te dis, bon, allez, en fait, le vrai combat, il est là? Ouais, quand j'ai commencé à me poser un peu, tu vois, à moins voyager, tu vois, à dire non, je ne vais plus dans tel et tel pays, payer super bien, tu vois, de se dire aussi de te mettre face à un autre risque, qui est financier, celui-ci, et de se dire, voilà, tu as construit des choses, tu peux pas être partout, un peu comme tu disais tout à l'heure. Soit tu continues à voyager partout, à danser, tu vas gagner plein d'argent, c'est cool, mais derrière, tes boîtes, elles vont faire ça. Soit tu prends tes responsabilités, tu te bats pour tes boîtes et tu délaisses un peu ce que t'aimes le plus au monde, enfin, après la famille, bien sûr, la danse, tu vois. Et ça a été un moment où tu te dis, bon, t'es face à un risque. Donc quand t'es face à un risque, tu te remets en question. Et tu dis, je saute ou je saute pas? Et j'ai sauté. Tu vois. Ben, merci beaucoup, Bruce. Merci à un toi. plaisir. Richard. C'est cool. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!